Ok, rebonjour. Axel Krime nous a rejoint en vidéoconférence. Donc, Axel est un ancien de chez Airbus et il est maintenant directeur exécutif de l'ambitieux programme de recherche Clean Sky. Il va nous expliquer comment on peut gagner encore sur la techno avion et moteur et tirer part de ces énergies défossilisées. Guten Tag, Axel. Yeah, up to you. Hello, good afternoon. Bon après-midi. Thanks a lot for the kind introduction. Bonjour à tous et merci de ces propos d'introduction. Je tiens à remercier l'Académie de m'avoir invité. Alors le thème de notre séminaire sur les grands enjeux du changement climatique, évidemment, trouve toute leur pertinence dans le projet Clean Sky et toutes les parties concernées s'y reconnaîtront. J'estime pour ma part que c'est une opportunité qui nous est donnée de réunir, de rassembler l'industrie aéronautique et l'aviation sous cette bannière de la recherche. Et je peux vous parler un peu du programme de recherche au niveau européen et de la façon dont celui-ci peut peut-être apporter sa contribution. Si on passe à la première diapo de mon intervention, quelques mots d'introduction justement sur Clean Sky. Je pense que vous connaissez bien sûr le thème d'étude, mais je vous rappellerai en quelques mots quelques éléments clés de Clean Sky. Justement, nous sommes un partenariat public-privé et un budget de 4 milliards de dollars entre les représentants de l'Union européenne et l'industrie qui s'inscrit dans le cadre du programme de recherche de la Commission européenne. Les technologies innovantes pour créer des aéronefs plus verts se proposent de trouver des structures plus légères, des moteurs plus efficaces, des ailes plus aérodynamiques, de nouvelles configurations et bien entendu des cycles de vie plus durables, en tout cas plus circulaires. On voit qu'il y a des objectifs de réduction de 20% du CO2. Nous voyons également d'autres objectifs qui sont évoqués. Nous avons un ensemble d'acteurs de l'industrie qui sont associés à ce projet. 363 petites et moyennes entreprises et également des simples particuliers, des personnes qui participent à leur façon à ce projet. Nous avons un millier de scientifiques qui travaillent avec nous, donc des ingénieurs, des chercheurs, en tout 5000 personnes qui de près ou de loin sont associées à ce programme. Programme qui, comme je vous l'ai expliqué, est réparti dans toute l'Europe. Il y a en fait une trentaine de pays qui sont associés, pays membres de l'Union européenne, mais c'est également ce qu'on appelle les pays associés. Il y a bien entendu les acteurs de l'aviation civile, mais également l'industrie, les constructeurs de moteurs qui vont au-delà des simples moteurs d'avion, puisqu'il y a un travail de recherche élargi. Donc, c'est un réseau très large et très dense qui a été créé, dont nous sommes très fiers. Au-delà des technologies elles-mêmes, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir mis en place un réseau efficace de recherche et de développement. Nous passons à la diapo suivante. Merci. Ce que nous voyons ici, c'est ce qu'on appelle les principaux démonstrateurs. Il y en a 74 que nous appelons les grands démonstrateurs. On ne peut pas tous les passer en revue et chacun s'y reconnaîtra. Vous savez un peu ce que sont les différents secteurs concernés. D'abord, la configuration des aéronefs, les démonstrateurs, les nouveaux systèmes de cockpit, du côté propulsion. Nous avons également des travaux de recherche qui touchent les flux laminaires. Pour la construction des avions, il y a également un travail de démonstration sur des prototypes qui s'intéressent à
la production d'énergie électrique, et puis des grands démonstrateurs sur le cycle du fuselage, qu'on appelle le démonstrateur multidimensionnel, et qui s'intéresse à la réduction d'une tonne de ces aéronefs et réduction du coût non seulement de production, d'exploitation, efficacité énergétique. Enfin, tous ces domaines d'optimisation sont développés, et nous arrivons à l'étape où les démonstrateurs seront au premier plan. Il faut voir que jusque-là, c'était la technologie fondamentale qui était développée pour arriver à un stade d'application où maintenant, au cours des 3 prochaines années, nous aurons des démonstrations très concrètes de ce travail de recherche. Diapo suivante. Diapo suivante, on voit ce que sont les perspectives d'avenir. Si l'on s'intéresse d'abord au contexte, à gauche, vous avez certains éléments clés. Vous avez l'accord de Paris, bien sûr, mais vous avez le groupe ATAG, le Transport Action Group, mais également l'IATA, l'ICCT, enfin, sont évidemment associés à notre démarche qui va déterminer dans une large mesure l'avenir de l'aviation dans les années à venir. Au milieu de la diapo, ce que vous avez, ce sont les objectifs qui ont été définis par le Green Deal européen. Et là, une partie, enfin, on parle d'une réduction considérable des émissions de CO2 qui sont visées au premier plan, mais ce que vous avez également, enfin, ce qui est visé, évidemment, c'est une réduction draconienne des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est d'arriver à la ligne zéro. Donc, vous voyez la ligne en pointillé qui arrive à zéro. Ce qui est prévu, c'est que d'ici à 2050, il restera des gaz à effet de serre, des GES résiduels qui devraient pouvoir être eux-mêmes ramenés à zéro par une amélioration de l'utilisation de l'aménagement du territoire, la façon dont l'industrie est déployée. On voit l'aviation qui est un peu au centre de tout cela. Le défi est lancé à tous, mais quand je dis tous, c'est l'industrie aussi bien que l'aviation, que l'agriculture. Tous les secteurs sont concernés. Alors, les incidences du Covid en la matière, vous les avez certainement ressenties. Et dans l'aviation civile, évidemment, il y a eu des effets dramatiques. Là, c'est le nombre de passagers qui ont transité à Paris-Through entre 2019 en bleu et 2020 en rouge. Vous avez une chute phénoménale avec une toute petite reprise au début de l'année 2020, mais on reste à des chiffres très, très réduits, et il est prévu qu'on ne retrouveront les chiffres de 2019 pas avant 2024, au moins 5 ans pour revenir au niveau, et aucun secteur d'activité n'a été touché aussi durement que l'industrie aéronautique, enfin que le transport aérien plus précisément. Alors, évidemment, cela touche tous nos partenaires. Alors, évidemment, il y a eu des grandes dates liées à la lutte contre le Covid. Nous avons été associés. Évidemment, le financement de nos projets s'est poursuivi. Des mesures d'atténuation ont été mises en place avec nos partenaires, comme j'ai dit, dans les milieux de la recherche, des PME. Et donc, les objectifs, malgré cette crise, ont été poursuivis. Et avec les mesures d'atténuation, nous prévoyons d'arriver à nos objectifs dans les délais annoncés. Évidemment, il faut voir dans quelle façon la crise sanitaire pourrait compliquer les choses dans les mois à venir, mais nous avons toutes les raisons de penser que, encore une fois, nous pourrons tenir les délais qui avaient été annoncés malgré tout. Alors, c'est une période difficile qui présente quand même des opportunités. L'opportunité, c'est celui de la neutralité carbone d'ici à 2050, ce que vous revoyez ici au milieu de la diapo. Alors, pourquoi une opportunité? Évidemment, nous avons un petit peu de nouvelle donne, mais c'est l'occasion qui nous est de construire une aviation climatiquement neutre, conformément d'ailleurs aux annonces qui ont été
faites. Alors, il y a les objectifs Clean Sky 2. Ces objectifs à eux seuls ne suffiront pas pour atteindre les objectifs généraux. Il reste une problématique qui est bien définie. La question est de savoir comment, passons à la diapositive suivante, comment y répondre. Voilà quelques éléments clés de notre vision pour une aviation climatiquement neutre d'ici à 2050. Le graphique à gauche vous montre l'accroissement des émissions de CO2 d'ici à 2050. Donc, on prévoit un triplement des émissions d'ici à 2050 si, et c'est un grand si rien n'est fait. Si rien n'est fait. La TAG, le groupe d'action de l'aviation, a proposé de réduire de 50%, enfin de ramener à 50% cette augmentation. Et vous avez la ligne en bleu. L'ambition européenne est plus ambitieuse, justement, puisqu'on propose d'arriver carrément à des émissions nulles d'ici à 2050. Bon, alors, il y a 3 grands facteurs de changement qui figurent à droite de la diapo. Comment y arriver? D'abord, réduction de la combustion de carburant et donc d'émissions. Et là, effectivement, vous devriez pouvoir déjà atteindre la moitié de l'objectif de la seule réduction de consommation de carburant et donc d'émissions. 10% ensuite qui viendrait d'une amélioration des opérations de gestion du trafic aérien. Et là, on peut s'attendre à ce que 10% des réductions soient obtenues grâce à cela. Et puis, un meilleur usage, ou en tout cas l'usage de nouveaux carburants qui, à eux seuls, pourraient finalement combler l'écart. Donc, 50, 10 et 40% respectivement. Ces mesures qui permettraient, et si elles sont effectivement mises en place, feront que les émissions de CO2, au lieu d'augmenter et d'atteindre les perspectives annoncées, au contraire, seront ramenées à zéro d'ici à 2050. Mais alors, en 2019, d'après ce graphique, aurait dû être l'année du pic de ces émissions. Mais enfin, pour arriver à zéro d'ici à 2050, il faut quand même remplir un certain nombre de conditions. Or, les produits de substitution, évidemment, devront entrer sur le marché bien avant 2050. Et bon, 2024, c'est un petit peu la date limite. Donc, c'est d'ici à la fin de la décennie, il faudra pouvoir développer les technologies nécessaires, leur donner la maturité nécessaire pour permettre à ces aéronefs d'entrer en service d'ici à 2035, c'est-à-dire que toute la flotte pourra fonctionner avec ces nouveaux carburants et de ce fait, on pourra arriver à une nouvelle réalité, mais cela suppose effectivement un changement du tout au tout du mode de fonctionnement de ces aéronefs. Donc d'ici à la fin de la décennie, les grands démonstrateurs, donc démonstrateurs au sol, simulateurs et autres qui pourront montrer comment les résultats peuvent être techniquement obtenus. Donc, on a un échéancier qui nous amène jusqu'à 2030 avec le développement et la construction des appareils qui pourraient être ainsi déployés d'ici à 2035, voire plus tôt. Diapo suivante. Sur cette diapo, vous avez, là c'est notre centre de recherche allemand qui a produit ce travail. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de cette diapo, mais cela vous indique donc la technologie Clean Sky, celle qui fait l'objet de la recherche actuelle. On prévoit que d'ici à 2050, 90% de toutes les émissions de CO2, donc ça c'est la partie supérieure de la diapo, 90% de ces émissions seront générées par des aéronefs avec plus de 200 sièges et en bas, 60% de toutes les émissions de CO2 seront générées par des appareils effectuant des liaisons de moins de 3000 km. Donc on voit que c'est dans cette fenêtre qu'on peut construire des appareils plus grands avec des liaisons plus courtes. Enfin, c'est un petit peu ça qui semblerait indiquer que les économies pourraient réaliser dans ce créneau. Mais enfin,
ce qu'il faut surtout retenir de ces diapos, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'approche et surtout viser les domaines dans lesquels les émissions ou les économies, ou en tout cas les réductions d'émissions peuvent être réalisées. Alors évidemment, on ne peut pas s'appuyer sur les performances du passé pour définir les performances futures des nouveaux aéronefs, tant pour la distance parcourue que pour la taille de l'appareil. Alors, le système européen d'échange des émissions prévoit une émission, un prix de la tonne de carbone d'environ 40 € actuellement, qui a augmenté au cours des derniers mois. Et vous avez peut-être lu dans la presse que la Norvège, en particulier, vient d'annoncer un coût à prix de 200 €. 200 € par tonne de CO2 d'ici à 2030. Donc, actuellement, le TS 40, on est à 40 actuellement et à 200 d'ici à 2030, selon la Norvège. Enfin, si on arrive à 200 € effectivement, et si l'on examine la croissance prévue des émissions de CO2, s'il n'y a pas de réduction, ce serait quelques 500 milliards € de factures pour le secteur de l'aviation. Et si les chiffres, le bénéfice espéré est à 30 milliards, une facture de 500 milliards effacerait d'un seul coup tout bénéfice que pourrait réaliser l'industrie, le secteur de l'aviation sur le seul prix des billets. Donc, ce seront de nouveaux aéronefs qui devront apparaître avec moins de 200 sièges et des liaisons d'environ 2000 km, parce que ce sont ces seuls concepts qui sont réalisables dans les délais visibles, et les compagnies aériennes doivent également s'adapter pour proposer ce genre de service. Donc, une escale pour un vol de 4000 km, ce n'est que dans ces conditions qu'on pourrait respecter les restrictions climatiques, en tout cas les objectifs recherchés. Et là, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est quand même une contrainte particulière. On ne conçoit pas les appareils en fonction de ce qui est possible, mais de ce qui doit se faire pour obtenir les résultats climatiques escomptés. Diapo suivante, nous avons travaillé au cours des 18 derniers mois peut-être, avec différents partenaires de l'industrie, des secteurs de la recherche, les universités, mais également la Commission européenne, sans oublier d'autres partenaires. Vous voyez que vous avez des acteurs privés d'horizons différents qui ont développé ce qu'on appelle l'agenda pour la recherche stratégique, qui définit les grands objectifs à atteindre, et tous ces acteurs du secteur privé se sont engagés dans ce projet de l'aviation dite propre, et avec l'appui de la Commission européenne. Vous aurez peut-être lu dans la presse il y a 2 semaines que la Commission européenne, justement, a proposé formellement de forger ce partenariat donc auprès du Parlement européen et du Conseil européen. Donc, c'est une demande officielle qui devrait être finalisée d'ici à l'automne, ce qui voudra dire que cette année même, nous pourrons lancer ce nouveau partenariat pour l'aviation. Diapo suivante. Ici, ce que je vous propose d'examiner, ce sont quelques éléments qui sont envisagés, qui devrait constituer, si vous voulez, le cœur de cette nouvelle vision de l'aviation dite propre, de la clean aviation. Alors, les domaines qui ont été définis, vous avez d'abord les architectures électriques hybrides ou 100% électriques, des technologies de rupture qui permettent d'avoir des aéronefs propulsés à l'hydrogène, et ensuite des architectures d'aéronefs ultra efficaces. Donc, c'est évidemment les 3 grands piliers de ce travail d'innovation. Alors, il s'agit évidemment, il ne s'agit pas de 3 silos indépendants, puisque ces 3 objectifs sont liés. Au milieu, par exemple, les technologies faisant intervenir
faire venir l'hydrogène ou les propulsions électriques sont évidemment liées. Alors, on va entrer dans le détail technique à mesure que les feuilles de route seront tracées, mais on voit que ces trois thèmes pourront et devront d'ailleurs être développés de manière coordonnée et dans des délais qui pourront se retrouver. Donc ces domaines techniques seront retenus, donc, comme vous le voyez sur la droite, pour les ATR, les avions capables de faire des vols assez courts également. Et il y aura au fil du temps des évolutions qui iront vers d'autres architectures. Je voudrais me concentrer pour le reste de ma présentation sur la partie hydrogène et vous parler un petit peu de ce thème. Nous avons travaillé avec nos collègues Fuel Cell Hydrogen et avec toute une série d'autres acteurs, dont beaucoup qui étaient mentionnés dans le transparent de tout à l'heure, sur la viabilité de l'hydrogène dans l'aviation. Et vous pouvez le constater, nous avons comparé donc les carburants synthétiques avec donc différentes dimensions, CO2 direct, NOx, vapeur d'eau et effet en termes de traînée de concentration et Cyrus, mais également les turbines à hydrogène et les piles à combustible hydrogène. On constate que dans le premier cas, Synfuel, tout à fait à droite, on voit donc une réduction possible de 10 à 40% pour les contre-elles. Une différence très marquée par rapport donc au kérosène et des différences très marquées en termes de NOx également pour les turbines à hydrogène. Néanmoins, dans les trois autres dimensions, il y a des effets qui sont plus contrastés pour lesquels nous devrons poursuivre nos recherches pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors, ici, vous avez différents scénarios possibles pour une décarbonisation d'ici 2050. Comme vous pouvez le voir, pour ce qui est donc des avions régionaux ou à très courte portée, ainsi qu'à des courtes distances, on peut s'attendre à pouvoir remplacer les équipements actuels par une motorisation à l'hydrogène d'ici, en commençant vers 2035. Ensuite, pour le moyen courrier, ce sera environ 50% d'avions qui seraient dans ce cas à partir de 2040. Et pour ce qui est des SAF, là, il faudrait un peu plus de temps et on atteindrait que 50% environ des aéronefs. On voit donc qu'il est possible d'aboutir donc à une neutralité carbone si environ 40% des avions fonctionnent à l'hydrogène. On aurait une réduction de quelques 1,8 gigatonnes de CO2, à quoi s'ajouterait 0,8 gigatonnes de réduction d'émissions non CO2 supplémentaires. Donc, pour nous, il apparaît très clair que l'hydrogène a potentiellement un rôle très important à jouer en la matière, mais il nous faut investir davantage dans l'innovation pour que ces technologies deviennent viables. Vous avez ici une représentation des principaux domaines d'amélioration du point de vue de la conception des aéronefs. Vous avez notamment donc les réservoirs de LH2
qui ont une capacité beaucoup trop limitée. Il faudrait donc pouvoir doubler cette capacité. C'est quelque chose qui imposera de surmonter certains problèmes. Il faudra qu'on arrive à 2 kW par kilo pour ce qui est des systèmes de piles à combustible. Il y a également donc la distribution de NH2, d'hydrogène liquide, et les turbines d'hydrogène. Des ambitions assez fortes en matière de recherche technologique. On peut espérer néanmoins y parvenir. Nous avons pu, d'après des études assez poussées, essayer de voir quels seraient des types d'avions qui seraient viables. Vous avez ici donc un avion avec 320 passagers et l'on peut s'attendre à ce que ce type d'avion, avec un impact réduit en termes d'impact sur le climat, moins 75%, 100% de décarbonisation, moins 5% de demande d'énergie, soit accessible, disons, dans une quinzaine d'années. Ce serait une entrée en service, une mise en service vers 2035, mais pour cela, il y aurait encore beaucoup de travail à faire. Ici, nous essayons de donner une idée du calendrier que nous imaginons. Pour 2028, il y aurait un premier tournant avec les preuves techniques de faisabilité, la certification d'avions de transport régional, les premiers prototypes d'avions de courte portée. 2035, des avions moyens courriers en prototype et une configuration au niveau des aéroports pour faire le plein de façon sûre et efficace. Et en 2050, on aurait des avions long courriers révolutionnaires avec des infrastructures capables de travailler à beaucoup plus grande échelle pour remplir les réservoirs. On aurait sans doute là en perspective des avancées très impressionnantes sur le plan technique. Il faut néanmoins, pour que cela se concrétise, commencer à investir dès maintenant. Et nous travaillons pour cela, pour mettre en commun ces investissements au niveau européen, car aucun acteur ne saurait les réaliser seul. Ce sont les deux dernières pages de ma présentation qui arrivent maintenant. Je voudrais attirer votre attention sur les efforts que nous devrons consacrer à la recherche et l'innovation. Dans les décennies à venir, nous avons calculé que quelques 12 milliards d'euros seront nécessaires pour identifier, tout d'abord développer, ensuite faire parvenir à maturité, démontrer la viabilité de différentes technologies. 12 milliards donc. Mais heureusement, cela ne sera pas fait simplement par Clean Aviation ou Clean Sky. Ce serait tout le secteur de l'éducation qui contribuerait par ses propres initiatives à ce total de 12 milliards. Bien sûr, Clean Aviation et Clean Sky y apporteraient aussi leur contribution. Nous nous attendons à ce qu'il y ait des auto-investissements de quelques 100% et que nous puissions également profiter de mécanismes de financement de la part des États membres avec des feuilles de route qui nous permettent d'avancer sous la responsabilité des différentes parties, mais avec une mise en phase sur le plan technique pour permettre de faire en sorte que ces évolutions techniques véritablement révolutionnaires puissent se faire. Il y aurait donc ensuite des étapes en 2035 et pour les années suivantes. Vous le voyez, donc ces investissements en R&I donneraient lieu à un développement de produits auquel seraient consacrés quelques 50 milliards d'euros.
Et 3 nouveaux types d'aéronefs seraient conçus en profitant de ces avancées techniques, après quoi les compagnies aériennes auraient quelques 5 000 milliards d'investissements à faire pour acheter quelques 26 000 nouveaux aéronefs verts. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que dès la décennie en cours, d'ici 2030, donc, il nous faut investir de façon très, très conséquente dans la recherche et l'innovation. Et donc, les 12 milliards débouchent sur 50 milliards supplémentaires, puis sur 5 000 milliards, comme vous le voyez, avec une mise au pot très conséquente de la part des différents acteurs du secteur privé. J'en arrive à ma conclusion maintenant. Je souhaitais vous dire que au sein de Clean Sky et avec tous les acteurs du secteur, les PME, les instituts de recherche et les autres acteurs, nous avons beaucoup travaillé pour créer un écosystème très performant, presque 1000 entités, quelques 5000 scientifiques et ingénieurs qui travaillent dans ce domaine, un écosystème qui atteint un très haut niveau de performance et qui travaille au quotidien. Ce qui me paraît extrêmement important à la suite du Green Deal qui a été annoncé par l'UE, ce sont les cibles qui sont mentionnées, qui sont pertinentes pour tous les secteurs, y compris pour l'aviation. Et il nous faut une véritable révolution en matière de développement technologique. Et il faut également poursuivre par une approche évolutive, mais cela ne nous permettra pas d'arriver aux avancées révolutionnaires dont nous avons besoin. Il faut donc que les deux aillent de pair, une approche évolutive et une autre qui vise des évolutions révolutionnaires. Je parlais du rôle du secteur privé tout à l'heure, mais ce qui est tout aussi important, c'est de faire en sorte que le secteur public, les États membres, les régions, la Commission de l'UE s'impliquent également avec tous les moyens dont ils disposent pour que tous les acteurs soient bien en phase et unissent leurs moyens pour atteindre cet objectif. Il y a bien sûr la question des financements. Nous avons un engagement déjà de la part de la Commission qui pourrait être un peu supérieur encore. Nous avons également des engagements pris par les États membres dans différents cas et par le secteur privé également. Il faut maintenant orchestrer et essayer de faire en sorte que ces efforts aillent dans le même sens. J'en arrive donc avec ce dernier transparent à la fin de ma présentation. Nous avons un salon virtuel, une foire virtuelle, comme vous le voyez avec la deuxième adresse Internet qui apparaît à l'écran. Et nous avons donc une présence dans ce salon virtuel où sont représentés tous les participants à Clean Sky de façon virtuelle qui présentent tout l'historique de leurs actions. C'est quelque chose de tout à fait positif en ces temps où il est si difficile de se retrouver en présentiel. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que la suite de l'ordre du jour vous apportera énormément d'indications complémentaires par rapport à ce que je viens de vous exposer. Merci. Merci Axel. Dankeschön Axel. Merci pour ces explications sur le programme Clean Sky qui est extrêmement ambitieux. Moi, il me fait penser à quelque chose, c'est que si on veut passer à l'hydrogène comme ça, il va falloir faire la même prouesse que ce qui a été fait pour développer des vaccins l'année dernière. Bon, c'est pas facile. Alors, je signale pour ceux qui ont posé des questions, donc, que les questions préparées pendant l'exposé d'Axel seront traitées en fait à l'issue de la table ronde qui va suivre. Là, on groupera toutes ces questions parce qu'elles vont se ressembler. Ce sont des questions qui sont relativement
on va pas dire politique, mais enfin quand même très très complexe et qui demande l'intervention d'un peu tous les partenaires là. Donc merci Axel pour cette présentation qui nous montre où nous pouvons aller sur les voies de la recherche, où nous pouvons aller pour maîtriser l'hydrogène. Il y a un chemin difficile, mais après tout, on peut peut-être aller très vite dans la recherche. On peut peut-être donner un grand coup d'accélérateur. Décarboné, bien sûr, décarboné. Voilà, alors maintenant, nous allons nous quitter pendant quelques minutes, je ne sais plus, 5 ou 10, je ne sais plus ce que m'a dit la régie. 10 minutes me dit la régie, voilà, pendant 10 minutes. Et pendant ce temps, Bruno Stoufflet va nous rejoindre et mettre sa table ronde en place. Voilà.